On a tendance à considérer que ce sont les ados, les enfants qui passent leur temps sur les écrans, qui ne font rien d'autre que d'être sur leurs écrans. Mais quand on prend les statistiques de consommation, ce sont les parents qui, quoi qu'il en soit, explosent les scores des adultes. Ce sont les parents qui relayent le plus de fake news. Ce sont les parents qui se font le plus pirater, hameçonner. Quand on prend les chiffres de consommation des écrans des adultes, on est à 5h22 par jour d'Internet. C'est énorme. 3h23 par jour de télé. Ça vient poser la question, pourquoi les jeunes, quand ils regardent YouTube, ce serait débile, mais quand les parents regardent L'amour est dans le pré, ce serait intelligent. 1h48 par jour de réseaux sociaux, on voit que les adultes s'approprient de plus en plus ces différents outils. Quand on compare l'utilisation des écrans des parents et des enfants, à gauche, c'est un jour de semaine, à droite, c'est un jour de week-end. Quoi qu'il en soit, en semaine, ce sont les parents qui explosent les scores de leurs enfants sur ces mêmes outils. Un téléviseur, ce n'est pas une tablette. Une console de jeu, ce n'est pas un téléphone. Et donc, quand on dit les écrans, c'est une espèce de notion fourre-tout, comme s'il y avait un Z, comme ça, les écrans, tout attaché. Et finalement, scientifiquement, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'un écran? Et donc, la première question à se poser quand on parle de les écrans, c'est est-ce que l'écran est interactif ou passif? Est-ce que la pratique est individuelle ou collective? Est-ce que les contenus sont pertinents, éducatifs, intéressants, ou est-ce qu'ils sont délétères? Et puis peut-être troisième question, si on considère qu'on passe trop de temps dessus, est-ce que c'est trop de temps parce qu'on est dans une construction citoyenne, sociale, ou est-ce que c'est un refuge anesthésiant qui pourrait correspondre à une souffrance sous-jacente? Le temps passé, je vais vous le rabâcher pendant toute ma présence sur scène, le temps passé sur l'écran n'a aucun sens. Il y a beaucoup d'enfants qui en fait se sentent abandonnés par leurs parents parce que leurs parents eux-mêmes ont des pratiques numériques plus ou moins sans fin, parce que les parents eux-mêmes ont leur propre Netflix, ont leur propre Facebook ou Instagram à faire, et que finalement ça arrange souvent bien les adultes que leurs enfants soient en train de scroller sur Instagram ou TikTok ou sur les jeux vidéo, parce que pendant ce temps-là, eux-mêmes, ils peuvent être sur WhatsApp, sur leur mail, sur leur télé, sur leur Netflix, etc. Première question que je pose en conférence parentalité, c'est d'abord combien d'écrans vous avez à la maison. Deuxième question que je pose quand on m'a donné des chiffres, c'est mais qui les a achetés? En tout cas, Technoferrand, je trouve qu'elle illustre assez bien dans un certain contexte comment le numérique vient un petit peu faire écran à nos relations. L'écran, il vient toujours faire écran à quelque chose. Ça peut faire écran à des pathologies sous-jacentes, ça peut faire écran à du harcèlement, ça peut faire écran à des troubles d'apprentissage, à des troubles de l'attention qui n'ont pas été forcément diagnostiqués. Ça peut faire écran à des maltraitances familiales, ça peut faire écran à tout un tas de choses. Premier téléphone portable, moyenne d'âge 9,9 ans, donc 10 ans, CM1. Ça veut dire qu'on a des enfants à 5 ans qui ont des téléphones portables. Et ce qui est préoccupant pour moi, c'est même pas tant ce 10 ans que, oulala, mais qu'est-ce qui se passe sur les tranches entre 5 et 10 quand même? Et là, il y a un manque d'accompagnement cruel. Ce qui est intéressant aussi et contre-intuitif, c'est que quand on regarde les statistiques, ceux qui sont le plus massivement équipés et le plus tôt, c'est quand on est dans du rural, très rural. Parce que justement, les histoires de ramassage scolaire, etc., on va acheter un portable très très tôt aux enfants parce que nous-mêmes, on a un boulot, qu'on doit partir plus tôt que les enfants qui partent à l'école. On veut vérifier qu'ils ont bien pu prendre le bus, etc. Alors que plus on va dans les grosses villes, plus on n'a pas de télé, on est dans l'interdiction du numérique, et plus on va chez les cadres supérieurs, alors là, chez les cadres sup, on interdit tous les écrans, on n'en veut pas, on n'a pas de télé, les jeux vidéo c'est mieux. Ça, c'est les chiffres qui sont sortis il y a une semaine. 71% d'équipements en smartphone à 11 ans, 90% à 12 ans. Ça veut dire que, comme les réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans, on a très souvent un train de retard dans notre prévention, dans notre accompagnement. Très souvent, on vient tenir des discours qui sont liés à des fantasmes, à des représentations. Mais si les parents ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas en tête des bons contes éducatifs un peu sympas, qui pourraient les aider à avoir un peu de vulgarisation scientifique, d'apprendre autrement les maths en rappant, de comprendre, je ne sais pas, des calculs de volume grâce à quelqu'un qui, en une minute, une vidéo un peu marrante, vous fait comprendre ce que vous n'avez jamais compris dans votre vie, la vulgarisation historique, enfin tout un tas de choses, les critiques d'actualité, les décryptages d'actualité, tout existe en fait de manière très très positive. On a 75% des enfants de 11-12 ans qui sont en usage régulier des réseaux sociaux. Donc encore une fois, un moins de 13 ans qui dit achat d'un smartphone dit bien sûr on est sur les réseaux sociaux. Quand on demande toujours à ces tranches d'âge de 11-12 ans ce qu'ils font avec leurs amis en ligne, en priorité ils vont sur les applications de messagerie. Et ça c'est pareil, c'est une question qui est très importante. Qu'est-ce qu'ils font sur leurs écrans ces enfants? Ils papotent.
Mais vraiment, quand on dit mes enfants sont trop sur les écrans ou les jeunes sont trop sur les écrans, ben, est-ce qu'ils sont accros à leurs écrans ou accros à leurs potes ? Il n'y a pas d'adolescent qui ne soit pas accro à ses potes. Le principe même de l'adolescence, c'est de se construire entre pairs, c'est de se construire à plusieurs, c'est d'être en groupe et quelque part de se comparer en permanence et de créer son identité parce que justement, on a quelqu'un qui nous renvoie quelque chose. Donc un adolescent qui serait complètement esseulé à la maison, sans outils numériques, enfermé, ça pose question. Réseau numéro 1, YouTube. Et ça, c'est intéressant parce que les adultes ne prennent pas en compte YouTube quand on parle de réseaux sociaux. Parce que nous, c'est une visionneuse de vidéos pour nous où on ne regarde que des replays Arte et des archives INA. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les autres. WhatsApp, ce qui est marrant, par contre, c'est que c'est leur compte professionnel aux jeunes. Parce que c'est les groupes famille depuis le Covid et c'est les groupes classe. En tout cas, en résumé, chez les 11-14 ans, on est plutôt sur Snapchat, YouTube et TikTok. Et chez les 15-18 ans, on est plutôt sur Instagram, YouTube, Snapchat. C'est à peu près toujours les mêmes réseaux. Mais n'oublions quand même pas Discord, Twitch. Un autre élément aussi qui me paraît très important, on parle toujours très négativement des influenceurs. Quand on dit influenceur, c'est pour dire un truc méchant. Un influenceur égale influx voleur, bon, dans notre tête d'adulte. Et on ne différencie pas la télé-réalité poubelle qui donne lieu à une présence à 2 millions de followers dans un second temps parce qu'on s'est mis à moitié nu à la télé et qu'ensuite on est entièrement refait ou qu'on était déjà entièrement refait au préalable. Et là, on va vous vendre tout et n'importe quoi, du régime, des trucs illégaux, etc. Et ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, eux, ils sont souvent là depuis 10, 15 ans. Ils font de la vraie création vidéo. Il faut bien différencier aussi à l'intérieur de ces différents influenceurs qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux. Et en général, on ne les connaît pas. Et j'en reviens toujours à la même chose quand je demande aux parents, c'est qui leurs influenceurs préférés ? Je sais pas, je m'en fiche. Bon, l'intelligence artificielle aussi, vous connaissez tous. C'est de plus en plus exploité malgré tout. Quand c'est utilisé par les collégiens, hein, c'est plutôt quand même ChatGPT, mais pas forcément avec des usages très très intéressants pour nous. Un autre usage qui se développe énormément, c'est de papoter sur Snapchat avec le compte intelligence artificielle qui apparaît en premier quand on ouvre Snapchat. Et là, on peut lui raconter sa vie, lui raconter ses journées. Et le problème, c'est qu'on a quand même un certain nombre d'enfants qui rentrent de l'école, qui disent, bah voilà, ça s'est mal passé. Ah bon, tu veux me raconter ? Bah oui, je veux bien. Et ça veut bien dire qu'en fait, on a des enfants qui s'adressent de moins en moins aux adultes, de moins en moins aux parents, de moins en moins aux institutions, parce que quand ils viennent s'adresser aux adultes, ils savent qu'un des principaux risques, c'est qu'on leur enlève leur portable, qu'on leur enlève leurs réseaux sociaux, qu'on leur enlève leurs jeux vidéo. Donc ils n'ont pas du tout envie de raconter qu'ils sont tombés sur des contenus choquants, qu'ils ont été embêtés, ou s'ils sont harcelés par un groupe de copains, entre guillemets. Le problème, c'est que de l'autre côté, ils ont aussi les communautés de soutien de leurs vrais potes qui les aident à s'en sortir. Et donc, si on les prive de réseaux sociaux, par exemple, eh ben, ça fait des enfants qui s'écroulent, puisque dans un second temps, ils n'ont plus personne pour les soutenir. Et que les critiques, elles continuent quand même, mine de rien, dans la vraie vie. Les chiffres sur les jeux vidéo, de manière contre-intuitive, moyenne d'âge 38 ans. De 10 à 30 ans, on a 98% de la population qui va être joueur de jeux vidéo. Donc peut-être que pareil, il faut intégrer un petit peu tout ça comme une culture populaire. C'est la première industrie culturelle au monde. Ça vient aussi nous interpeller que ce soit la première industrie culturelle en termes de production et en termes d'achat. 83% des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo à plusieurs. Ce chiffre, il tombe à 57% chez les adultes. Chez les gamins, peu importe à quel jeu ils jouent, du moment qu'ils sont avec leurs copains. En termes de prévention, on a un gros problème, c'est de parler d'addiction toute la journée. Si on nous écoute, on est addict à tout, au café, au fromage, absolument à tout. On est addict à nos écrans, on est addict à TikTok, on est addict à Instagram, on est addict aux réseaux sociaux, on est addict aux jeux vidéo. Et du coup, une de mes problématiques, c'est que tout le monde va dire que les enfants les jeunes, les ados sont accros aux réseaux sociaux. C'est une fake news. Ça n'existe pas d'un point de vue médical et scientifique quand même. Donc il faut qu'on arrête avec ce vocabulaire qui est pathologisant, qui est médicalisant. Il faut quand même toujours se poser la question, mais pourquoi la personne va passer un temps très excessif sur ces différents outils numériques, et est-ce que dire addict vient répondre à quelque chose ? Ça vient presque enlever certaines de nos angoisses à nous, mais ça vient pas du tout aider la personne en face.
Et moi, ce que je vois, par exemple, dans mes consultations, c'est que c'est bien plus facile pour un parent de dire « mon enfant est addict, enlevez-moi les écrans de ses mains », plutôt que de se rendre compte que leur enfant est en dépression, ou que leur enfant est harcelé à l'école, ou que leur enfant est en trouble anxieux généralisé, en phobie sociale, en phobie scolaire. Voilà, donc dire addict, ça ne rend service à personne. Par contre, dire tu es en excès, ah ça oui, ça marche bien. Et là, on peut créer un dialogue. Mais attention, quand on me dit cet enfant a décroché de l'école à cause de ces jeux vidéo, non. Il a décroché de l'école parce qu'il était phobique ou harcelé ou différentes autres problématiques. Et donc, il s'est enfermé dans les jeux vidéo parce que quelque part, ça l'arrange bien de ne pas pouvoir se lever parce qu'il a joué toute la nuit. Et parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école. Donc si on inverse la causalité et qu'on ne prend pas en charge, entre guillemets, de la bonne manière, et qu'on se dit, bah, tiens, il y a juste à enlever les jeux vidéo et ce sera réglé, je vous assure que l'enfant ne retournera pas à l'école. Et puis il y a tous les ados ordinaires qui sont en excès par nature. Et puis c'est le 21e siècle, encore une fois. Donc les ados vont se retrouver aujourd'hui pour papoter sur leurs jeux vidéo, vont se construire, comme je le disais tout à l'heure, dans cette groupalité-là. Et la question, c'est est-ce que c'est pathologique quand il y a 99% de la population d'un même âge qui fait la même chose ? Un tout petit point sur la santé mentale et les réseaux sociaux. On a tendance à nous dire les réseaux sociaux sont dangereux, au secours, santé mentale, TikTok va tous nous manger. Scientifiquement, c'est pas très vrai. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on a des problématiques, des vulnérabilités, encore une fois, sous-jacentes, oui, ça va amplifier les troubles quasi tout le temps. Mais par contre, quand on est bien structuré au départ, on continue à être bien structuré. Il y a un point que moi je trouve intéressant, en contre-pied, c'est aussi toutes ces libérations des tabous. Je prends à gauche, c'est ce qu'on appelle les mouvements de body positivity. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément de personnes, hommes et femmes, mais surtout femmes, qui vont faire la promotion de l'acceptation de son corps, de dire que tous les corps sont beaux, qu'on doit essayer de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est. On est tout le temps en train de dire que les réseaux sociaux vont créer des problèmes de santé mentale. Mais en fait, ils lèvent des problématiques de santé mentale aussi. Tout dépend, encore une fois, vers quel type de contenu on va et comment on s'en sert. Quelqu'un qui, il y a 20 ans, cherchait à se construire, n'avait qu'un seul modèle. Il fallait qu'on ressemble aux personnes qu'il y avait sur les défilés, qui faisaient 1m80, 30 kilos toutes mouillées, qui étaient blanches. Aujourd'hui, on a toutes les formes de corps, toutes les couleurs. On peut se trouver beau avec toutes les natures de corps, et on peut toujours trouver quelqu'un à qui s'identifier. Et du coup, on a aussi ces possibilités nous-mêmes de jouer sur ces problématiques narcissiques de gamines qui seraient en trouble alimentaire, qui seraient dans des difficultés. La libération des tabous aussi en termes de santé mentale, elle est incroyable, puisque depuis quelques années, un peu avant le Covid, mais la pandémie a largement contribuer à tout ça, on n'a jamais autant parlé des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, on a plein d'artistes, d'influenceurs, de célébrités diverses et variées qui vont raconter leurs phases dépressives, qui sont bipolaires, qui sont TDAH, qui sont HPI. Ça vient aussi montrer à plein de jeunes que on n'est pas obligé d'aller bien tout le temps, qu'on peut aussi être authentique, qu'on peut à certains moments s'écrouler, qu'on peut demander de l'aide, qu'on peut s'en sortir. Les contenus choquants, ça c'est un truc qui doit nous préoccuper bien sûr, en n'oubliant pas que c'est un rite d'initiation aussi, que les gamins se refilent des contenus choquants pour jouer aux grands, pour jouer à se faire peur, et que celui qui va chercher les contenus ne sera pas choqué. Par contre, celui qui les reçoit sans avoir cherché ces contenus, là, ça va faire potentiellement effraction traumatique. Et ça aussi, bien sûr, c'est un des éléments qui est très préoccupant. Les envois de photos dénudées, on voit bien qu'on est aujourd'hui aussi dans cette grande difficulté. On ne peut pas dire à la victime, t'aurais pas dû te mettre nue sur les réseaux parce que c'est culpabiliser une victime et oublier qu'elle est victime. Mais on ne peut pas non plus dire, go, faites-le, c'est super, vous n'encourez pas de risque. Je vous embête 2 secondes de plus pour vous montrer quand même que je vous lâche pas comme ça. Je vous ai mis plein d'autres annexes, des ressources, des bouquins, parce que quand même les bouquins c'est important, tac. Et je vous ai mis quelques exemples. Alors il faudrait que je la remette à jour celle-là. Mais les chaînes YouTube, quelques idées de comptes Instagram, des comptes éducatifs, des comptes TikTok sélectionnés par les Beaux-Arts, des comptes éducatifs TikTok. C'est bien sûr pas exhaustif, mais comme je suis un peu sympa et que je vous dis qu'il faut fouiller et faire ça, je vous ai donné quelques idées. Voilà, juste pour avoir une... Mais si vous avez envie de chercher un truc précis, j'ai pas envie de dire googlez votre ami, mais parce que c'est pas votre ami, mais posez la question à votre moteur de recherche préféré. Meilleur compte éducatif histoire, meilleur compte éducatif maths, meilleur compte éducatif tout court TikTok, et vous trouverez des tonnes et des tonnes d'articles qui ont fait ces sélections à votre place.
Et ça peut aussi être des choses très très chouettes pour à certains moments, voilà, retrouver aussi d'autres dynamiques, d'autres envies, d'autres créativités. Et même si ça marche pas forcément toujours avec les gamins, ce qui des fois est important, c'est que aussi les enseignants se sentent bien. Et finalement, si nous on se sent bien, on transmet vachement mieux aussi. Et donc ça, des fois, c'est un message qui me paraît important et il faut que je m'en aille.